représente le sol. La ligne rouge verticale sert simplement de démarcation visuelle. Le point O représente le lanceur. Le point A représente l'endroit où il y aura un mur. Le point B représente la hauteur du mur. Le segment AB représente le mur. Ton objectif est d'envoyer un projectile du point O pour qu'il passe au-dessus du mur, avec comme marge de sécurité 2 unités. Autrement dit, il faut passer par le point C. Quelle va être l'équation de la trajectoire du projectile? Alors, je précise qu'on n'est pas dans le monde physique, on est dans un monde idéal mathématique, où il ne va pas y avoir les questions de la gravité, des frottements et tout ça. On simplifie au maximum. Le but est simplement de motiver que la réponse à cette question, je vais d'abord te donner une indication. Je t'invite très fortement à mettre pause sur la vidéo et essayer de résoudre par toi-même, c'est très faisable, il suffit de connaître les outils de la première, et en fait, même un élève de seconde, même un élève de troisième très astucieux pourrait y parvenir. L'indication, c'est que la solution, ça va être un polynôme du second degré. Donc ça, c'est une première indication. Poursuivons la construction. Donc ici, le point O', qui est O' parce que c'est le symétrique de A, c'est le symétrique de O, par rapport à A, ça va être le point de chute. On a le lanceur O, et ça, tu en as déjà fait l'expérience tous les jours. Quand tu lances un projectile, il atteint une hauteur maximale et ensuite il retombe. C'est le principe de la loi de la gravité. C'est aussi le principe que tu observes quand tu as un tuyau d'arrosage, un jet d'eau, comme les fontaines, etc. Ça monte, ça fait une courbe, et cette courbe, c'est ce qu'on appelle une parabole. La question, c'est quelle va être la parabole qui va passer plutôt par O, qui va passer par C, et qui va passer aussi par O', et qui admettra la droite AB comme axe de symétrie. Avec tous ces éléments-là, tu peux résoudre le problème. Alors, poursuivons. Ici, une première tentative, ça va être de créer un curseur et de créer une fonction qu'on va appeler t de x, qui va être ce qu'on appelle la forme canonique. Alors, pourquoi est-ce que c'est canonique? Parce que c'est la trajectoire des boulets de canon. Historiquement, c'est comme ça qu'elles ont été étudiées. Alors, cette première version ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a un curseur, pour essayer d'approximer, de se rapprocher. Mais d'abord, il faut observer plusieurs choses. Il y a plusieurs choses pour s'assurer qu'on a bien ici un axe de symétrie en 6, on a le x moins 6 au carré. Pourquoi? Parce que par exemple, si on prend x égale 0, d'accord, si x égale 0, et bien ici, ça fera moins 6 et moins 6 au carré, ça fait 36. C'est-à-dire que ça fait exactement la même chose que si on avait 12. Donc ce qui montre bien que lorsqu'on est là, on a équidistance du centre. Ce qui montre bien qu'on a bien un axe de symétrie. Une autre chose importante, c'est que le sommet de cette parabole, ça doit être le nombre 7. Et il doit être atteint pour x égale 6. Ah ben, ça tombe bien, parce que si ici on remplace x par 6, là ça fait 0. Et du coup, quelle que soit la valeur de A, ça fera 0. Et du coup, ce sera 7. Ce qui fait que si je prends A qui est positif, le sommet, ça reste encore le point de coordonnées 6, 7, c'est-à-dire le point C. La différence, c'est que là, c'est un minimum. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça, il faut que ça soit nécessairement négatif pour que ça soit un maximum? Ça paraît contre-intuitif, on dit négatif. En fait, il faut réécrire les choses dans l'autre sens. 7, ça bouge pas. C'est le sommet. Par contre, cette quantité-là avec le carré, c'est toujours positif. Mais le facteur qu'on lui met devant, si c'est un facteur positif, ça veut dire qu'on ajoute quelque chose de positif à 7. Donc forcément, on obtient quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que si A est positif, on a un minimum. Parce qu'on est toujours plus grand que 7. Et à contrario, si on prend un négatif, on obtient un maximum. Et donc déjà, on se rapproche considérablement de notre objectif. Maintenant, on peut voir qu'à tâtons, ça a l'air pas très loin de moins 0,2. D'ailleurs, si on voulait affiner l'approximation, c'est-à-dire l'approche empirique, expérimentale, on demanderait à GeoGebra de mettre plus de décimales et on pourrait comme ça, à tâtons, approcher. Mais nous, ce qu'on veut en mathématiques, c'est la vraie
valeur. C'est pas simplement une approximation. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Là, on a utilisé ce qu'on appelle la forme canonique, comme je te l'ai dit, qui vient du canon, parce que c'est la trajectoire du boulet de canon. Et dans la trajectoire du boulet de canon, ce qui est important, c'est de savoir à quelle abscisse, donc c'est à quelle valeur sur l'axe rouge horizontal, quelle valeur de x, on atteint le maximum, c'est-à-dire le sommet. D'accord? Et on sait que la courbe, elle est symétrique de part et d'autre du sommet. Donc c'est ça qui nous donne la forme canonique. Mais ça ne nous permet pas avec la forme canonique de conclure, parce que ce qu'on veut, c'est déterminer la valeur de A. Pour ça, il faudrait regarder ce qui se passe quand x est égal à 6, parce que c'est la seule valeur que l'on peut calculer très précisément. Pour ça, on va continuer et on va utiliser une autre forme. On va utiliser un autre résultat, une autre relation, à savoir que une fonction du second degré, un polynôme du second degré, lorsque on sait qu'il va s'annuler deux fois, eh bien, on sait qu'on peut le factoriser. On peut le factoriser, et c'est ce qu'on a écrit ici. Là, c'est la forme factorisée, parce qu'on sait que ça s'annule en 0, et on sait que ça s'annule en 12. Donc de cette manière-là, on sait que l'écriture, ça va être A, le facteur qu'il faut déterminer, x fois x moins 12. Si ça s'était annulé ailleurs qu'en 0, si ça s'était annulé par exemple en 2, ben, ce serait x moins 2, facteur de x moins 12. D'accord? Voilà. Donc ça change rien qu'on mette l'origine du repère à cet endroit-là ou pas. Bon. Mais dans tous les cas, ça ne nous donne pas A, puisque forcément, ben, quand ça s'annule, ça fait 0 fois A, ça fait 0. Donc cette forme-là, en fait, ben, c'est bien gentil, mais ça ne nous permet pas de conclure. Ça ne nous permet pas de conclure, sauf si on se dit qu'est-ce qui se passe si on prend la valeur en 6. Ben, si on prend la valeur en 6, on remplace x par 6, ici on va avoir 6 moins 12, donc ça fait moins 6, et ici on a 6, ben 6 fois moins 6, ça fait moins 36. Et donc on a une équation, puisqu'on sait que la valeur en 6 est 7, ben on sait qu'on a donc moins 36 fois A égale 7, donc A est égal à 7 divisé par moins 36. Et voilà la solution. Et donc là, on la réinjecte dans notre écriture de la forme canonique, et donc on vérifie, alors on va enlever les courbes pour que ça soit plus clair. Voilà, on vérifie que la courbe bleue, ben, elle passe bien par le point O, elle passe bien par le point C, elle passe bien par le point E', et elle est bien symétrique en AB. Donc c'est la solution de notre problème, écrit sous la forme canonique. Mais on peut aussi l'écrire sous la forme factorisée. Eh oui, c'était la forme précédente, sauf que maintenant on connaît la valeur exacte de A, et tu vois que j'ai demandé de calculer une approximation de moins 7 sur 36, ça fait à peu près moins 0,19, ce qui est proche de moins 0,2, donc c'est pour ça que quand on avait moins 0,2, on avait l'impression de l'approcher. Et on a une troisième forme, enfin, ça c'est la forme canonique. D'accord, j'ai remplacé ici le A par moins 7 sur 36, donc on a bien moins 7 sur 36 fois x moins 6 au carré plus 7. Et ensuite, on a la forme développée. Voilà, moins 7 sur 36 x carré plus, parce que ben, ici, si tu développes ici, moins 7 sur 36 fois moins 12, à moins par moins ça fait plus, et 36 c'est 3 fois 12, donc ça fait plus 7 tiers de x. Et d'ailleurs on peut voir que si j'enlève les deux précédents, ben, c'est la même, d'accord? Celle du milieu, c'est la même. Donc on a trois formes. Et donc ceci était simplement une introduction pour justement les fonctions du second degré. Donc si tu connais un petit peu ma chaîne qui est nouvelle, tu sais que j'ai lancé une série d'applications qui te permettent gratuitement de pouvoir t'entraîner aux mathématiques, en particulier en ce moment sur le programme de première, mais les autres sont en cours. Et donc si tu veux acquérir cette application 100% gratuitement, tu as deux options. La première option, c'est de remplir ce formulaire Google Form. Donc comme tu n'as pas le lien dans la description, parce que ma chaîne est nouvelle, donc je ne peux pas mettre de lien, ben, je t'invite à scanner le QR code du formulaire si tu veux remplir le formulaire à Google Chrome. Donc je vais le faire pour que tu vois à quoi ça va ressembler. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, ben, je t'invite à aller la voir pour plus de détails, mais là je te rappelle brièvement ce qu'on va te demander. On va te demander ton nom, ton email, ton numéro de téléphone, c'est pas obligatoire, tu peux le mettre si tu as envie que je te contacte par messagerie. Et tu me précises si tu es un élève, un parent ou un prof. Et ensuite, tu me dis quelle application tu veux tester, parce que y a plein d'applications que j'ai créées et que je suis en train de progressivement faire des vidéos pour les montrer. Tu m'indiques le score que tu as obtenu. Ça, c'est pour que je sache en fait quel est ton niveau, en tout cas sur le sujet en question, et que tu me racontes un petit peu quelles sont les choses que tu voudrais que je t'explique, quelles sont les choses sur les sujets sur lesquels tu voudrais de l'aide.
Voilà, donc ça c'est une première façon de faire, c'est très simple, bah, tu remplis ce petit formulaire, et comme il y a ton mail et éventuellement ton numéro de téléphone, bah, je pourrais te contacter pour t'aider. Deuxième façon de faire, c'est si tu es un élève et que tu veux directement passer au cours particulier avec moi, bah, tu scannes le rendez-vous élève et tu pourras choisir un créneau, d'accord, sur Calendly. Tu choisiras le créneau qui t'arrange. Voilà. Donc tu choisis une date et un horaire. Et si je suis disponible à cette date et à cet horaire, et a priori oui, parce que sur Calendly, c'est les créneaux où je suis disponible. Mais bon, on sait jamais, hein, ça peut changer. Donc on se coordonne et on fait un cours gratuit de 30 minutes, d'accord, 30 minutes gratuit où tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu ce qui te pose problème, etc. Si au contraire vous êtes un prof, un tuteur, un prof particulier, un grand frère, un formateur, eh ben, vous pouvez aussi me contacter, donc c'est le même principe, hein, vous êtes adulte, donc je peux aller un petit peu plus vite, hein, vous cliquez sur le calendrier, c'est pareil, et vous avez le scan ici. Et si vous êtes un parent, bah, c'est pareil, vous êtes adulte également, si vous voulez que je vous explique comment utiliser l'application et tout ça, vous pouvez scanner là. Hein, pour les formateurs, évidemment, c'est pas pour prendre des cours, pour prendre des maths, encore que ça dépend, hein, si vous voulez vous êtes en reconversion et vous voulez vous mettre à donner des cours, parce qu'il ne suffit pas de connaître le sujet pour pouvoir donner des cours. Là, ce que je propose pour les formateurs et les profs, c'est d'utiliser ces outils que j'ai codés avec l'intelligence artificielle, mais que j'ai adaptés à mes besoins parce que justement, j'ai mis les mains dans le code. Et c'est ça le truc. C'est qu'il ne suffit pas de mettre un prompt, il faut encore demander précisément ce qu'on veut et aller fignoler les choses dans le code. Alors, on va regarder ça. Vous avez 10 sections. Alors, la 10e, c'est ce qu'on vient de voir, c'est les contacts. Voilà. Alors, on reprend exactement le schéma du programme officiel. Ici, je suis sur le site du programme officiel. Équation, fonction polynôme du second degré, contenu, fonction polynôme du second degré, données sous forme factorisée, racine, signe, expression de la somme et du produit des racines, on va le voir dans l'application, forme canonique, donc c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, d'une fonction polynôme du second degré, discriminant, factorisation éventuelle, résolution d'équations du second degré, signe, capacité attendue, étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré donnée sous forme factorisée, déterminer les polynômes du second degré s'annulant deux nombres réels distincts, factoriser une fonction polynôme du second degré en diversifiant les stratégies, racines évidentes, détection de racines par leur somme et leurs produits, identité remarquable, application des formules générales, choisir une forme adaptée, développer réduite, canonique, factorisée, etc., etc. Donc vous avez toutes les rubriques du programme qui sont là, et bien on les retrouve dans l'application. Forme développée, forme canonique, discriminant, tableau de signes, somme et produit, parabole interactive, démonstration, approfondissement et surtout le QCM pour tester. Parce que ce soit des vidéos, que ce soit un livre ou quoi que ce soit, ou même que ce soit un cours, si vous êtes passif, eh bien, il ne se passera rien. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. Si vous êtes passif, il ne se passera rien. C'est au moment où vous êtes actif, au moment où vous allez résoudre les problèmes. Si vous avez mis pause tout à l'heure pour essayer de résoudre par vous-même, même si vous n'avez pas trouvé, le fait que vous ayez cherché, eh bien, la correction vous servira à quelque chose. Alors que si vous essayez d'apprendre par cœur la correction pour après la recracher comme un perroquet, eh bien, vous n'allez rien apprendre, vous n'allez rien comprendre. D'accord? Alors, on est parti. Donc, la fonction trinôme. Pourquoi trinôme? Parce qu'il y a trois coefficients. Eh oui. Les polynômes du second degré. Le degré, c'est la puissance maximale de x. Mais les monômes, ce sont les coefficients qui sont devant. D'accord? Donc, il y en a trois, d'où le trinôme. Poly, ça veut dire plusieurs. Donc, polynôme, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc le paramètre A, ça détermine l'ouverture et le sens de la parabole. On l'a vu tout à l'heure, si c'est négatif, eh ben, c'est qu'il y a un maximum, et si c'est positif, c'est qu'il y a un minimum. D'accord? C'est contre-intuitif, mais pour ça, il y a une petite analogie assez simple, c'est de dire que si c'est positif, alors ça veut dire qu'il y a un minimum, donc ça veut dire qu'en fait ça fait comme un sourire, et si c'est négatif, ben, ça fait comme le smiley de la tristesse, puisqu'il y a une bosse vers le haut. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique. Encore une fois, pour se rappeler et pour démontrer mathématiquement quel est le signe qui correspond à maximum ou minimum, on appelle ça un hexagonne d'ailleurs, de façon générale, c'est la forme canonique qui va être utilisée. Mais bien souvent, dans les problèmes, on va nous donner d'abord la forme développée. Alors, la forme factorisée. La forme factorisée, elle existe si et seulement si on a des racines. Alors, qu'est-ce que c'est des racines? C'est des valeurs qui vont annuler la fonction polynôme. Cette forme, elle est aussi utile pour le signe. Parce que qu'est-ce que c'est que le signe? Le signe, c'est la position par rapport à 0. Est-ce qu'on est au-dessus de 0? Dans ce cas-là, on est positif. Est-ce qu'on est en dessous de 0? Dans ce cas-là, on est négatif. Donc, c'est d'abord savoir où c'est que ça s'annule, si ça s'annule. Et voilà. Alors, les racines de f sont exactement les zéros du polynôme, c'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale 0. Voilà. Alors, le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole, il s'obtient grâce à la forme canonique. La forme canonique qui est cette forme-là.
ou grossièrement, alors on l'écrit souvent de cette manière-là, mais comme je vous ai dit, pour déterminer le signe, en fait, il faut plutôt voir le bêta comme étant la valeur qui est fixe, qui ne dépend pas de la variable x, à laquelle on va ajouter si elle est positive, ou soustraire si elle est négative, un carré, qui lui est tout le temps positif. Voilà, on peut calculer exactement les coefficients, etc. Vous avez la démonstration, je ne rentre pas dans les détails, je vous laisserai le voir directement avec l'application. Ensuite, on a la question de minimum, maximum, etc. Là, on a des petits curseurs pour regarder ce qui se passe selon les différentes valeurs. Alors, évidemment, dans les calculs, il y a des racines carrées qui apparaissent, etc. Donc, du coup, les ordinateurs sont obligés de faire des approximations. C'est pour ça que vous voyez des fois ces trucs-là. Donc, pas d'affolement. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des démonstrations pour que vous puissiez, si vous voulez écrire les formules exactes, les faire exactement. Alors, le discriminant, qu'est-ce que c'est que le discriminant? Le discriminant, c'est un outil qui va nous permettre de calculer, de déterminer d'abord si on va avoir des racines, si on n'en a pas, et combien on en a. Sachant qu'on n'a que trois possibilités, soit on n'a pas de racines, ça veut dire simplement que la parabole, elle ne va pas toucher le bas. D'ailleurs, si je reviens ici, alors je vais enlever les solutions, parce qu'évidemment, mes solutions, c'était le cas d'une parabole qui passe. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reconstruire en direct avec vous. Voilà. Donc, on va mettre trois coefficients A, B et C. Voilà. Et on va écrire f de x égale tout simplement ax au carré. Voilà. Plus bx plus c. Et vous voyez que quand on prend les coefficients les plus basiques du monde, on obtient une parabole qui ne touche pas à l'axe que je vais faire, à l'axe des abscisses. Je vais le mettre en rouge comme tout à l'heure pour que ça soit plus clair. Et voilà. Donc vous voyez que x au carré plus x plus 1, ça touche pas, ça peut pas s'annuler. Ça ne peut pas s'annuler. D'accord? Voilà, donc ça c'est une configuration où il n'y a pas de racine du coup, puisqu'il n'y a pas d'intersection. D'accord? Et on voit qu'il y a plusieurs configurations. Mais sous la forme ax carré plus bx plus c, ça ne nous permet pas, non, c'est-à-dire sur la forme développée, ça ne nous permet pas de voir facilement si on a des racines ou pas. Alors on va mettre un clavier, où est-ce qu'il est le clavier? Voilà, on va le mettre en clavier grec et on va mettre delta, et donc delta c'est en majuscule. Oui, c'est là. Voilà. Delta, et on va mettre la formule b carré moins 4ac. Après, on va expliquer comment est-ce qu'on a obtenu cette formule. Voilà, b carré moins 4 fois a fois c. Et donc là, on voit que dans le cas x carré plus x plus 1, on a b carré moins 4ac. Un b carré, ça fait 1 au carré, donc ça fait 1, moins 4 fois 1 fois 1, donc ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3, c'est négatif, et donc ça correspond bien à ce qu'on a ici. D'accord? Voilà, donc ici on verra, on a ce discriminant, lorsque c'est négatif, il n'y a pas de racine. Et du coup, s'il n'y a pas de racine, ça veut dire que soit elle est tout le temps positive, soit elle est tout le temps négative. Donc si on revient sur le GeoGebra, là elle est tout le temps positive, puisque le minimum, il est positif. Donc si le minimum est positif, toutes les autres valeurs sont positives également. Voilà. On a un autre cas de figure, c'est le cas où on aurait une racine double. Alors le cas d'une racine double, ce serait par exemple, si je prends c qui vaut 0. Si j'ai c qui vaut, si j'ai c qui vaut 0, j'ai pas une racine double, j'ai deux racines. Non, c'est, attendez, je fais une bêtise, je vais prendre c égale 1, mais je vais prendre b égale 2. Voilà. Donc 2 exactement, pas d'approximation. Voilà. Donc si on prend b égale 2, je prends le point A qui a pour coordonnées, puisque la racine double du coup c'est moins 1 et f de moins 1. Voilà. Vous voyez que là, il est exactement racine, puisque son ordonnée c'est 0. D'accord? Puisque c'est l'identité en arcade en fait, x plus 1 le tout au carré. Alors que si je reviens à la configuration qui est là, là c'est coordonnées, c'est moins 1, donc c'est pas 0. Voilà, donc pas de racine, une racine double, et après il suffit de descendre un petit peu, et puis voilà, on a deux racines. Voilà. On peut après demander à GeoGebra, ça va être des approximations, d'aller les chercher, et après on va voir les formules pour les calculer, et voilà.
On a bien 2 racines. Et on voit que c'est des approximations, parce que si je demandais à GeoGebra d'augmenter le nombre de décimales, par exemple 4, vous verrez, ça modifie ici, et même je peux aller jusqu'à 13 décimales. Et vous voyez que ici, ça continue en fait. Voilà, donc c'est probablement des nombres irrationnels. Voilà, on va revenir à 2 décimales, ça suffit largement, et on va revenir à l'application. Alors voilà, donc ça c'est le moyen de calculer la racine double, et ça c'est les moyens de calculer les 2 racines distinctes. En fait, cette formule-là et cette formule-ci, c'est la même, parce que si delta vaut 0, racine de delta vaut 0. Donc plus ou moins racine de delta, plus ou moins 0, ça change rien. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une racine double, parce qu'on a 2 fois la même valeur, tout simplement. Ok, donc ça c'est réglé, là on a la démonstration, etc. Pareil, on peut faire des petits tests comme ça, avec différents paramètres, et les différentes configurations de racines distinctes, ou pas de racines réelles, et blablabla. Ok, tableau de signes, vous avez le tableau de signes, pareil, vous avez donc ici le signe entre moins l'infini et moins 2, ici c'est plus. En moins 2, c'est une racine, donc ça vaut 0. Entre moins 2 et 3, ça fait signe négatif. En 3, ça vaut 0, et après c'est positif. Et on a la petite phrase qui nous dit que c'est positif sur cette réunion d'intervalle et c'est négatif sur cet intervalle. Voilà. Et vous pouvez comme ça changer les différents paramètres, et vous voyez, voilà. Et donc là, par exemple, oui, forcément, ça ne marche pas. Parce que si a il vaut 0, c'est pas un polynôme du second degré. Si a il vaut 0, le terme en x carré disparaît. Donc il reste bx plus c, c'est une fonction affine. Donc, vous voyez que l'application, elle fait face à toutes les configurations possibles. Là, il n'y a pas de racine réelle. Et donc, c'est tout le temps le même signe. D'accord? Voilà. Alors, les relations entre les coefficients et les racines, voilà, il y a la démonstration, etc. Donc ça, je vous laisse le voir sur l'application. Comment est-ce qu'on peut chercher des racines si on connaît l'une des deux, ou si on connaît la somme, si on connaît le produit, etc. Donc ça, c'est un exercice classique. On a une parabole qui est interactive, c'est-à-dire qu'on peut changer les valeurs ici. Voilà. Bon, ça c'est intégré, mais après, sinon, vous ouvrez un autre onglet sur GeoGebra, et puis vous pouvez faire la même chose. Et vous pouvez afficher comme ça la forme canonique en temps réel, en fonction des modifications que vous faites. Voilà, donc là vous avez les éléments principaux qui sont affichés, la résolution générale de l'équation, voilà, avec toutes les étapes. Et ensuite un petit peu d'approfondissement au-delà du... alors je reviens sur le programme officiel pour que vous voyez bien, donc factorisation d'un polynôme du 3e degré, donc c'est pour ça qu'on voit un polynôme du 3e degré ici, c'est exactement selon les approfondissements, d'accord? Donc degré 2 c'était la puissance maximale, c'était x au carré, degré 3, la puissance maximale c'est x au cube, voilà. Ensuite, les autres approfondissements qu'il y avait, c'était la factorisation de x puissance n-1 par x-1, de x puissance n moins a puissance n par x-a de façon générale. Et donc, c'est exactement ce qui est écrit ici, avec le cas particulier où a égale 1. Et donc, on a x puissance n moins 1, etc., etc. Voilà. D'ailleurs, là, normalement, vous ne devriez pas être très surpris si vous avez fait la leçon sur les suites. Je n'en dis pas plus. Déterminer les polynômes, les deux nombres réels connaissant leur somme et leur produit, et etc. Et donc ça aussi c'est présenté ici avec les racines entières, etc. Et enfin on a donc le QCM avec, donc on peut mettre pause, on peut remettre le compteur à 0 parce que le compteur se lance dès le début. On peut donc faire les questions, là il y a 10 questions, et on peut faire un nouveau QCM. Donc là vous voyez, quel est le discriminant de 2x carré à moins 5x plus 3, donc on peut faire le calcul, moins 5 au carré ça fait 25, 2 fois 3 ça fait 6, 6 fois 4 ça fait 24, 25 moins 24 ça fait 1, et boum, on a correct et on a la correction. D'accord? Et si on veut, donc là on peut soit passer à la question suivante, soit on peut recommencer et en faire un nouveau. Voilà. À nouveau, vous voyez que la première question n'a rien à voir avec celle de tout à l'heure. Là c'est une factorisation qui est demandée. Et ainsi de suite. Et vous avez les moyens de prendre rendez-vous avec moi. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a aidé, et je vous invite très très fortement à l'utiliser parce que c'est gratuit, d'accord? Voilà, et quand vous l'utilisez, si vous avez des retours à faire ou quoi que ce soit, vous avez les moyens de me contacter pour me dire les choses que vous trouvez bien, les choses que vous ne trouvez pas bien, les choses qui pourraient être améliorées, et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, et à très bientôt.